Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition des Matins du Sénat. Tout l'été, nous revenons sur les réformes qui ont marqué cette année politique et parlementaire. Et ce matin, je vous propose de revivre les débats autour de la réforme de la fonction publique. Le Sénat a adopté ce texte qui développe le recours aux emplois contractuels, fusionne les instances de dialogue social dans la fonction publique. Le gouvernement a mis fin aux dérogations qui permettent à certains fonctionnaires de travailler moins de 35 heures. Je vous propose de revivre les temps forts du débat au Sénat. Et nous examinons à présent, toujours après l'article 20 bis, deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune, le 434 rectifié. C'est Madame Lavarde qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je préviens tout de suite qu'il ne s'agit pas ici de revenir sur le principe du droit de grève, qui est un principe constitutionnel, mais comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 juillet 1979, quand il s'agit de matière de service public, il y a matière à limiter la portée du droit de grève de manière notamment à assurer la continuité des missions de service public. Donc actuellement, la loi encadre le droit de grève dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique hospitalière, mais rien n'est prévu pour la fonction publique territoriale. Donc l'objet de cet amendement est justement de venir couvrir cette absence. Donc, l'amendement précise bien que le contingentement ou l'encadrement du droit de grève serait limité à certains services des collectivités territoriales, à savoir les services qui viennent remplir des missions de service public ou considérés comme service public, puisque aujourd'hui, par exemple, l'accueil de la petite enfance n'est pas un service public en tant que tel. Pour autant, tout le monde percevra bien ici la mission de service public qui est accomplie par les mairies en l'état. Et donc, les limitations qui sont prévues au droit de grève sont de trois natures. D'une part, un délai de prévenance de 48 heures avec un jour ouvré à l'intérieur. C'est le modèle qui existe déjà aujourd'hui pour la déclaration de grève des enseignants dans le domaine de l'éducation nationale et ce qui permet aujourd'hui justement aux mairies de mettre en place un service minimum d'accueil. Une cessation du travail dès la prise de service, comme l'autorise la jurisprudence du Conseil d'État, décision du 6 juillet 2016. Et enfin, une durée minimum de cessation de travail. L'idée est bien de dire, je vais toujours reprendre l'exemple des crèches, par exemple, une interruption du travail pendant 59 minutes ne va pas permettre d'accueillir des enfants puisqu'on ne peut pas les laisser tout seuls pendant l'absence qui ne dure que 59 minutes. Donc on voit bien que là, la durée de la grève serait disproportionnée au regard des conséquences qu'elle a sur l'accomplissement de la mission de service public. Donc voilà l'objet de cet amendement. Merci. Pour un amendement 520, Monsieur de Belenet. Oui, Madame la Présidente, merci. Cet amendement-là a été plus que travaillé, réfléchi, et je le préfère très objectivement au précédent, parce qu'il se différencie sur certains points. D'ailleurs, la limitation du droit, dans cet amendement-ci, la limitation du droit de grève est soumise à la négociation, ça me paraît sain. La signature d'un accord adapté pour la continuité du service ou un service minimum me paraît être évidemment un vrai plus, sans pour autant, et je rassure nos collègues par ici, sans pour autant porter atteinte aux prérogatives de l'autorité territoriale, et à défaut d'accord, la décision, évidemment, reviendrait à l'autorité territoriale. Cet amendement-ci prévoit une information sur la reprise, puisque c'est la problématique 24 heures avant, et des sanctions disciplinaires pour défaut d'information de l'autorité territoriale. Il est enfin pleinement respectueux des exigences constitutionnelles, vis-à-vis notamment du principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Et il me semble que l'un de ces amendements mérite d'être adopté. Je crois que celui que j'ai l'honneur de présenter a fait l'objet de toutes les consultations et de toutes les expertises juridiques nécessaires. Il me semble répondre à la problématique des collectivités, qui est finalement très simple. Ce n'est pas d'empêcher la grève, c'est de permettre la continuité du service public et de permettre l'exercice du droit de grève sans porter atteinte à la continuité du service public. Et j'imagine que les enfants, même de sénateurs, lorsqu'ils sont inscrits à la cantine, sont en plein désarroi quand les dames de cantine présentes dans la matinée se déclarent en grève à 11h30, sans plus de précautions pour les enfants, et que ce sont
des gens peu qualifiés, voire parfois même des élus qui bénévolement viennent servir la cantine. Tout cela n'est pas sérieux. Il faut prendre en compte la réalité et la qualité du service public, sa continuité. Il faut permettre le droit de grève dans nos collectivités avec évidemment un préalable qui est tout simplement l'information dans un délai raisonnable de l'intention d'être en grève pour que la collectivité territoriale s'organise et remplisse les missions qu'elle doit remplir et que chacun de nos concitoyens attendent. Merci Madame la rapporteure. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements? Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, deux amendements qui ont été beaucoup travaillés. Donc, ces amendements, celui de Madame Lavarde et celui de Monsieur de Belenet, poursuivent le même objectif, mieux encadrer le droit de grève dans la fonction publique tout en respectant le droit des agents. Il s'agit en particulier de lutter contre les grèves perlées qui ont pu être constatées dans les services de restauration, notamment, comme dans de grandes collectivités, comme par exemple à Saint-Étienne. Alors, il nous semble toutefois que l'amendement de Madame Lavarde est mieux construit. C'est surprenant. Et je vais l'expliquer. En effet, parce qu'il définit précisément la liste des services publics concernés par ce dispositif. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'éviter toute incompétence négative, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979. Il précise également les objectifs poursuivis et garantit le respect du principe de proportionnalité. Il prévoit 3 outils distincts, le préavis de grève, la cessation du travail dès la reprise de service, c'est ce qui s'applique à la Ville de Paris, la durée minimale de cessation de travail pour éviter les grèves perlées. On peut remercier son auteur pour le travail très précis qu'elle a effectué et ce travail qui était attendu par les employeurs territoriaux. Donc nous émettons un avis favorable à l'amendement 434 et pour l'amendement 520, c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement sur ces deux amendements? Merci Madame la Présidente. Le gouvernement considère comme Madame la rapporteure que l'objectif poursuivi par les auteurs est sensiblement le même puisqu'il s'agit à la fois de préserver les droits à la grève, ce qui est essentiel et une évidence, et dans le même temps de permettre un service minimum sur les services qui paraissent les plus essentiels. Je ne partage pas, Madame la rapporteure, votre argument concernant le risque de compétences négatives. Pardonnez-moi. Je considère que l'amendement proposé par Monsieur de Belenet, parce qu'il renvoie à une négociation d'accord au niveau local et donc permet une concertation avec les acteurs locaux, les acteurs sociaux locaux, parce qu'il permet à chaque autorité territoriale de délimiter et de définir quels seraient les services qui, selon lui, devraient faire l'objet d'un service minimum, nous paraît totalement répondre à cette exigence de précision dans le champ. À l'inverse, je crains que l'amendement proposé par Madame Lavarde, en listant un nombre extrêmement important de services concernés, puisse être contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment sur le principe de proportionnalité. Et donc, nous avons deux lectures différentes. Le gouvernement, vous l'avez compris, a une nette préférence pour l'amendement présenté par M. de Belenet. Il nous paraît toucher à l'objectif poursuivi par les auteurs. Il nous paraît répondre à la nécessité de définir les services concernés en renvoyant le soin à l'autorité territoriale de pouvoir le faire dans une négociation. Il est plus favorable à la concertation avec les partenaires sociaux et il ne nous paraît pas entaché d'un risque qui existe à nos yeux sur le principe de proportionnalité tel que l'avait rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle c'est un avis défavorable ou une demande de retrait à l'amendement présenté par Madame Lavarde et un avis favorable à l'amendement présenté par Monsieur de Belenet. Alors, pour une demande d'explication de vote, Madame la Présidente Assassi. Bien des interventions pour défendre le droit des agents territoriaux. Je dois dire que cet amendement, qu'il soit déposé par nos collègues les Républicains ou par nos collègues La République En Marche, était, je dois dire, prévisible. C'est dans leur ADN que de s'attaquer au droit de grève, et ici au droit de grève des agents
territoriaux. Et donc, encore une fois, sur un texte dont pourtant l'objet n'est pas celui-là, donc ces amendements engagent des régressions sur le droit de grève, donc le droit pourtant constitutionnellement reconnu. Donc, quand ce n'est pas pour porter atteinte au droit de grève des cheminots ou des enseignants, donc c'est maintenant celui de l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, ou presque vous souhaitez restreindre en imposant, comme c'est le cas dans les transports, une déclaration individuelle de grève 48 heures avant le début du mouvement. Alors, beaucoup de secteurs seront concernés puisque vous visez la collecte et le traitement des déchets, des ménages, le transport public des personnes, l'aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l'aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l'accueil des enfants de moins de 3 ans, l'accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d'état civil. Et donc, comme à chaque fois, nous vous opposons donc la réalité. Museler les agents du service public ne fera pas disparaître les causes de sa dégradation, qui ne tient pas aux agents, mais bien au contraire au désengagement de l'État par la baisse des dotations, ce dont personne n'a parlé parmi nos collègues qui ont présenté les amendements. Nous sommes pour notre part farouchement opposés à la déclaration individuelle de grève, qui, comme son nom l'indique, individualise un droit dont l'exercice est par nature collectif. Elle permet donc, y compris si ces agents sont de plus en plus des contractuels précaires, que s'exercent des pressions inacceptables. Donc nous voterons, je pense que vous l'avez compris, contre cet amendement, en considérant qu'il convient non pas de restreindre ou de limiter, pour reprendre vos propos, Madame Lavarde, un droit constitutionnel, mais bien au contraire et à l'inverse de ce que contient ce projet de loi, engager une véritable modernisation des instances de dialogue social pour améliorer le service rendu aux usagers. Monsieur Marie, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. On pouvait s'y attendre, effectivement. Ces deux amendements sont une bonne photographie de la convergence entre le gouvernement et la droite sénatoriale sur ce texte. Non content de réduire le dialogue social dans les articles 1 à 5, maintenant, vous vous attaquez au droit de grève des agents de la fonction publique territoriale, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient contractuels. Monsieur de Belenet voulait me rassurer, je ne le suis pas du tout, et je ne le suis pas plus par l'amendement de Madame Lavarde, au regard à la fois des intentions qui sont formulées et de la liste des activités qui seraient concernées. Ce qui désorganise le service public aujourd'hui, ce ne sont pas les agents lorsqu'ils font valoir légitimement leurs droits à revendication qui peuvent aller jusqu'au droit de grève. Ce qui désorganise les services publics locaux aujourd'hui, ce sont les difficultés que les exécutifs territoriaux peuvent rencontrer quand on leur impose un contingentement de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2%, quand on remet en cause un certain nombre de leurs prérogatives. Et donc, nous sommes bien évidemment particulièrement opposés à ces deux amendements qui, d'ailleurs, sur la forme, interviennent dans le débat sans qu'ils aient fait l'objet, malgré le soutien du gouvernement explicite, d'une présentation aux partenaires sociaux et encore moins des acteurs territoriaux. Donc voilà, nous serons contre ces deux amendements. Monsieur Caner, Monsieur le Président Caner, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, au tempores, au mores. Et oui, j'ai écouté avec attention les explications de Monsieur Dussopt. Quelle tristesse, Monsieur le Ministre, au regard de ce que vous avez été, mais c'est vrai qu'on peut changer d'avis. Et je vous le dis avec beaucoup de force, ce sont deux amendements des plus réactionnaires que nous puissions entendre ici dans cette Assemblée. Je le constate, vous soutenez l'amendement de Belenet, mais Belenet, Lavarde, Belenet, bonnet blanc et blanc bonnet. Ça fera plaisir à certains dans cette instance. Il y en a un qui est peut-être encore plus précis que l'autre, mais l'objectif c'est le même, c'est, cela a été dit à plusieurs reprises, museler le droit de grève dans la fonction publique territoriale et pourquoi pas d'ailleurs dans les autres fonctions. Allons-y, continuons comme ça, démolissez le service public,
démobiliser dans un climat de défiance nos collaborateurs du service public, à savoir ces 5,5 millions de fonctionnaires. Nous ne participerons pas à ce débat et en tout cas, nous demanderons en responsabilité un scrutin public sur ces 2 amendements, ce qui permettra de savoir qui est qui dans cet hémicycle. Monsieur de Belenet, pour explication de vote. Si permettre aux agents d'une collectivité de définir eux-mêmes avec l'autorité territoriale les conditions d'exercice de leur droit de grève, pour que les choses se passent bien, si permettre, dans le cadre de ce dialogue social, aux plus faibles de bénéficier des services publics dont ils ont besoin territorialement, si tout cela, c'est être réactionnaire, alors, Monsieur Kanner, je veux bien être réactionnaire. Je l'assume totalement. Et comment peut-on aujourd'hui, vous parliez des temps, comment peut-on aujourd'hui vouloir défendre à tout prix un concept qui ne permet pas l'exercice du droit de grève dans de bonnes conditions? Comment peut-on aujourd'hui défendre un concept qui ne permet l'exercice du droit de grève qu'au détriment de ceux qui bénéficient des services publics en les privant de la continuité du service public? Je ne suis pas certaine. Je sais très bien ce que c'est que le droit de grève. Et entre nous, on peut se dire que quand l'autorité territoriale sait maintenir un dialogue social de qualité, il n'est pas directement, en général, concerné par ce risque de grève perlée ou ce risque de coût de dernière minute pour mettre en difficulté les habitants d'un territoire. Alors oui, Madame Assassi, mais moi je pense que quand on est maman isolée, qu'on travaille, qu'on a des temps de transport importants, qu'on sait que la collectivité prend en charge son enfant à la crèche, à la cantine, en temps périscolaire, sur la pause méridienne, en toute sécurité, eh bien on a le droit de voter communiste quand on est cette maman-là, mais je ne suis pas certain que vous la défendiez qualitativement aujourd'hui, je ne suis pas certain que vous défendiez le droit de grève. Vous n'avez pas le monopole, toute seule, à gauche, de la défense du droit de grève et de la défense des usagers des services publics. Si votre dénonciation, c'est être réactionnaire, alors oui, je veux bien être réactionnaire pour défendre le droit de grève, le service public et leurs usagers. Madame la rapporteure. Oui, une petite réaction. Il ne s'agit pas du tout de réprimer le droit de grève. On est bien d'accord, c'est un encadrement du droit de grève. Madame Lavarde l'a bien expliqué. Non, Madame Lavarde l'a bien expliqué. Mais bien sûr, tout va bien. Bien sûr. Ce qui ne va pas, c'est la grève perlée. Tout le monde en convient. Dans un service de restauration, la grève perlée, c'est vrai. Oui, merci. C'est un encadrement qui est vraiment demandé par les employeurs parce qu'ils ont vraiment des soucis. On peut comprendre qu'ils peuvent avoir des soucis dans l'organisation et la continuité du service public. Bien sûr qu'ils ont des soucis, on n'est pas contre. Il s'agit d'encadrer ce droit de grève et c'est quand même prévu dans le préambule de la Constitution de 1946. Voilà. Et puis, je voulais simplement peut-être un petit clin d'œil à M. Marie. Ce qui a été inscrit dans l'amendement de Mme Lavarde en particulier s'inspire grandement de ce qui est pratiqué à la ville de Paris, qui est dirigé par... Je ne sais plus, tiens. Voilà. Donc, c'est... Non, mais... Parce que vous... Je le place là où vous la placez aussi. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Quelques mots. D'abord pour dire que je partage beaucoup de ce que dit M. de Belenet sur le fait que renvoyer la définition des services publics dans lesquels on garantit un service minimum au dialogue social et à un accord négocié avec les partenaires sociaux est quelque chose qui est fondamentalement intéressant et utile, tant pour l'encadrement du droit de grève que pour la garantie de qualité de service aux usagers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour dire aussi que, puisque vous m'avez interpellé personnellement, Monsieur le ministre Kanner, je vous ai aussi connu différent. Et je vous ai connu plus souvent avec l'esprit de la réflexion plutôt que du réflexe, surtout quand celui-ci est nourri par la rancune. Et c'est justement le problème, Monsieur le Président Kanner. Lorsque vous dites « je suis justement dans l'opposition », c'est peut-être le principal tort de la famille politique qui est encore la vôtre et du parti politique qui a été le mien que d'être dans un libéralisme honteux au moment du gouvernement et dans un monétisme affronté au moment de l'opposition. C'est peut-être le problème de la famille politique à laquelle nous avons participé ensemble. Enfin,
Je termine par 2 mots. Le premier pour vous dire que vous m'avez interpellé sur la qualité du dialogue social et des services publics. Nous avons eu ce débat toute la semaine dernière et je ne doute pas qu'un de collègues présents de votre groupe pourra vous dire les éléments de réponse que j'ai apportés. La deuxième chose, Madame la rapporteure l'a dit, le système qui est proposé tant par Madame Lavarde que par Monsieur de Belenet est très conforme au système de la ville de Paris. Je ne vous ai pas entendu le condamner jusqu'à présent. Il reste en deçà en termes de dureté de ce qui se pratique dans les 2 autres versants. Et si je préfère le système proposé par Monsieur de Belenet, c'est parce qu'en plus de ce qui se pratique généralement dans l'administration parisienne, il prévoit la possibilité pour l'autorité territoriale de mener une discussion, une négociation, et donc de travailler avec les partenaires sociaux pour encadrer celui-ci. Monsieur Philippe Bas, président de la Commission des lois. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je me garderai bien évidemment d'interférer avec un débat qui ne me concerne nullement et qui a à voir avec une famille politique qui n'est pas la mienne et qui a souffert d'un certain nombre d'évolutions que chacun connaît. Et le ministre a pu effectivement, fort d'une longue expérience des débats au sein de cette famille politique, vous répondre comme il a jugé utile de le faire. Mais je voudrais revenir au cœur du débat. Le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Nous respectons, je crois, sur tous les bancs le droit de grève. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Je ne l'ai pas inventé. Dans toute la fonction publique de l'État, depuis la loi de 1963, pour faire grève, on respecte un certain nombre de grèves, notamment le préavis. On doit aussi respecter un certain nombre de règles qui consistent au fond à faire le sacrifice de sa journée de travail quand on fait grève. On ne biaise pas avec ce qui est l'honneur de la tradition ouvrière de notre pays. La grève implique le sacrifice de son salaire. Et par conséquent, ceux qui voudraient, par une astuce, réussir à désorganiser le service dans une collectivité locale, sans pour autant renoncer à leur salaire, parce que, avec l'instrument de la grève perlée, ils feraient en sorte qu'il ne soit prélevé que d'une fraction du salaire d'une journée de travail, cela triche. Je le dis vraiment en toute sincérité. Et pourquoi donc ce qui existe sans que vous ne l'ayez jamais dénoncé dans la fonction publique de l'État ne pourrait-il pas s'appliquer dans les collectivités territoriales? Jusqu'à présent, le problème ne s'était pas posé, mais nous avons depuis peu l'expérience de ce qui a pu se produire dans des cantines scolaires. C'est attristant. Il est normal de donner à l'autorité locale les mêmes moyens qu'à l'État. Et les 2 amendements dont nous discutons, avec une préférence pour celui que tout à l'heure Madame Di Folco a décrit, celui de Madame Lavarde, visent uniquement à assurer l'homogénéité des règles applicables aux 3 fonctions publiques en cas de grève. Il n'y a pas de quoi avoir entre nous un débat de principe, un débat idéologique sur ce sujet. Monsieur Antiste, pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente. En ce moment précis, je pense aux nombreuses luttes de ces nombreux ouvriers des siècles passés. En ce moment, je pense aux nombreux combats qui ont été menés pour obtenir le droit de grève. Je pense à ces luttes acharnées des travailleurs. Je pense aux sueurs et aux flux sanguins versés par les veuves face au corps fraîchement meurtri de leurs conjoints ouvriers. Je pense aux grandes grèves des Antilles, aux grandes grèves de chez nous. Ce soir, je ne suis pas mécontent. La gauche existe donc. La gauche existe. Oui, il y a une gauche. Oui, il y a une droite. Je vais plus loin pour dire oui, il y a des droites
qui savent s'accommoder sur des objectifs de destruction de moyens bien acquis. La gauche existe et je suis fier d'être de celle-là. Je suis fier d'être de ce courant. Et ceux qui ne l'ont pas compris, je leur demande de prendre encore quelques secondes et de relire. Il s'agit bien d'une attaque sur le droit de grève. Il s'agit bien de chercher à identifier pour les intimider ceux qui chercheraient à faire la grève. Et puis je rappelle pour finir que la grève, eh bien, c'est tout simplement un moyen de se faire entendre en perturbant l'ordre naturel des choses. Donc, je suis mieux fixé ce soir et j'appelle les uns et les autres à bien réfléchir à ce qu'ils feront. Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas ce droit-là de cracher sur les efforts, sur le sang versé de nos ancêtres. Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Je salue le noble discours de gauche et moi je voudrais revenir sur des choses plus concrètes. Madame Lavarde, à plusieurs moments ici, il a été question de la restauration scolaire. Vous êtes élu des Hauts-de-Seine, comme moi, et le département, dans les Hauts-de-Seine, il a externalisé la totalité de la restauration scolaire. Il n'y a plus de service public de la restauration scolaire. Le problème, ce n'est pas la grève pervée. Le problème, c'est que le département a renoncé, en confiant à un groupe privé extérieur, la restauration. Est-ce que les enfants mangent mieux? Non, c'est pire. C'est pire. Aujourd'hui, ils sont face à un système qui font que régulièrement, sans qu'on comprenne pourquoi, ils sont privés de repas. Je voudrais dire, dans le même sens, ma réflexion participe de la même idée à monsieur de Bellonnet. Moi, j'emprunte les transports en commun tous les jours, et en ce moment, c'est extrêmement dur. Là aussi, il n'y a plus de service public, monsieur. Et à plusieurs reprises, dans cette Assemblée, ont été portées des restrictions fortes au droit de grève des agents de la RATP. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez fait le bilan de ce que ça a apporté pour la continuité du service public, ces restrictions majeures au droit de grève? Rien, rien. Et aujourd'hui, on en vient à regretter les grèves parce qu'au moins, là, on peut s'organiser. Hein. Et il y a une dégradation telle du service public que votre ménagère, seule avec ses enfants, qui vote communiste, son angoisse, elle est quotidienne. Elle est quotidienne. Tous les soirs, c'est est-ce que je vais réussir à récupérer mes gamins à l'école? Donc le problème, c'est pas celui des agents qui pratiqueraient de la triche, comme le dit président Bas, c'est que nous sommes face à une dégradation majeure du service public et qu'aujourd'hui, ce que les usagers réclament, c'est la continuité du service public, pas les jours de grève, tous les jours. Et c'est ce que vous ne leur donnez pas. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par la Commission des lois et le groupe socialiste sur l'amendement 434 rectifié. Je rappelle que l'avis de la Commission est favorable, l'avis du Gouvernement défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Voici le résultat du scrutin numéro 156 sur l'amendement 434 rectifié compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 326, nombre de suffrages exprimés 299, pour l'adoption 192, contre 107. Le Sénat a adopté et par conséquent le 520 tombe. À l'article 18, je suis saisie d'une demande de prise de parole sur article et c'est Madame Apoursopoli. Merci Madame la Présidente. Cet article sonne comme une provocation pour l'ensemble des fonctionnaires territoriaux jetés en pâture à la vindicte populaire, suspectés d'être des tirs au flanc alors que le plus souvent, ils participent avec dévouement à l'exécution des services publics locaux sans compter de leur temps.
Ainsi, cet article engage les collectivités à opérer une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du travail, soit 1 607 heures annuelles. Pourtant, jusqu'à présent, l'article 7.1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyait que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité. Ainsi, conformément à l'article 72 de la Constitution, qui prévoit le principe de libre administration territoriale, ce sont aux collectivités territoriales elles-mêmes de définir et de choisir de la durée de travail des agents, bien sûr dans le cadre légal, en ne pouvant infléchir cette durée que dans un sens favorable à ces agents. D'ores et déjà, cette faculté d'appliquer des temps de travail plus favorables est largement encadrée. Ainsi, le même article de la loi de 1984 prévoit la possibilité de maintenir des régimes inférieurs à la durée légale à la double condition qu'ils aient été admis en place antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2001, mais également et que cette dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité après avis du comité technique. Ainsi, selon l'étude d'impact, la durée annuelle de travail serait inférieure de moins de 30 heures à la durée légale. Pour 30 petites heures annuelles, est-ce bien sérieux d'obliger l'ensemble des collectivités de revoir leur régime de temps de travail? N'ont-elles pas d'autres urgences à régler? Est-ce le problème majeur affectant la qualité du service public local? Nous ne le croyons pas. Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposerons donc la suppression de cet article provocateur qui remet en cause la libre administration des collectivités territoriales et qui va se traduire par un recul des droits acquis pour les fonctionnaires territoriaux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Il m'appartient de réparer une grave omission. J'ai oublié de vous faire voter sur l'article 17 quater. Donc, s'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix cet article. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Et à présent, à l'article 18, après la demande de prise de parole de Madame Apoursopoli, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Marie? Oui, merci Madame la Présidente. Cette question du temps de travail dans la fonction publique sert souvent de chiffon rouge pour dénigrer le fonctionnaire et pour stigmatiser, lorsque cette question est instrumentalisée, la fonction publique dans son ensemble. L'Inspection générale des finances a réalisé un rapport sur la fonction publique d'État qui a opportunément été publié le 26 mars, la veille de la présentation du projet de loi sur la fonction publique. Ce rapport portait sur 1,1 million d'agents sur les 2,4 que compte la fonction publique d'État et constatait que 310 000 agents travaillaient moins de 35 heures, dont 120 000 en raison de compensations liées à des sujétions inhérentes à l'exercice de leurs fonctions. En résumé, seuls 190 000 agents bénéficient d'un régime plus favorable que les 35 heures, et dedans, nous n'avons pas la différence entre ceux qui avaient bénéficié d'un accord avant 2001 et ceux qui auraient bénéficié de dispositions particulières après. Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, 2 rapports sont aujourd'hui connus. Le premier de M. Philippe Laurent, qui atteste d'un temps horaire de 1578 heures, et le second de la Cour des comptes de 1562, là aussi, sans que l'on distingue précisément ce qui relève d'avant 2001 et ce qui relèverait d'après, même si, pour ce qui concerne après, la plupart des accords passés ont été reçus comme illégaux. Pour ce qui concerne la fonction publique hospitalière, là, on ne parle même pas des 35 heures, parce que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les agents de cette fonction publique nécessiterait d'embaucher 30 000 agents pour les compenser. Cet article vise donc à revenir sur les accords antérieurs à 2001
et on mesure le degré d'acceptabilité de nos concitoyens sur cette question. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas proposer la suppression de l'article. Cependant, 2 points méritent d'être rappelés. Premièrement, quand les dernières lois modifiant le Code du travail ont favorisé les accords d'entreprise, il est paradoxal que le projet interdise aux collectivités de déroger à la durée légale du travail. Et deuxièmement, il est contradictoire de donner une valeur constitutionnelle au principe de libre administration des collectivités territoriales et de leur interdire de déroger à cette durée légale du temps de travail. Merci. Nous allons examiner à présent 2 amendements identiques de suppression. L'amendement numéro 36, Madame Gréaume, qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, par cet amendement, nous demandons la suppression de cet article qui repose sur des études contestables ou en tout état de cause qui méritent caution. En effet, si la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes invitent régulièrement les collectivités à contenir leurs charges de personnel en agissant sur les effectifs et le temps de travail, d'autres études sont éclairantes. Si l'on avait étudié de près l'étude de la DARES, la Direction de l'animation de la recherche et des études et des statistiques du ministère du Travail sur la fonction publique territoriale, ou le rapport du vice-président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, M. Philippe Laurent, publié en 2016 et toujours d'actualité, on aurait appris les réalités suivantes. Près de la moitié des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, 46,5% exactement, travaillent plus de 35 heures par semaine. 75% des agents dépassent régulièrement tous les jours, pour certains, leur horaire de travail. 42% des agents travaillent le samedi et 30% le dimanche. Le temps de travail moyen dans la fonction publique territoriale atteint 1637 heures par an, soit davantage que le temps légal annuel de 1607 heures. Telle est la réalité des chiffres. Mais l'essentiel est ailleurs. Il faut pour cela se référer à l'étude d'impact qui expose les véritables motivations du présent article. Il est ainsi explicitement mentionné, je cite, « Si l'on se réfère à la durée légale retenue par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2016 sur les finances publiques locales, 1562 heures, la mesure proposée constituerait une économie globale de l'ordre de 1,2 milliard selon la juridiction financière. L'impact en termes d'effectifs d'un retour de l'ensemble des agents territoriaux aux 1607 heures annuelles a été chiffré par la Cour des comptes à un gain de 57 000 équivalents temps plein ETP. Voilà l'objectif réel, participer par ce biais à la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux, comme l'a promis le président Macron et comme vous y opposiez, monsieur le ministre, lorsque vous étiez député. Je terminerai en disant que ces régimes dérogatoires que vous pointez du doigt répondent tous à des situations spécifiques, imposant des organisations de services très particulières, car les métiers de la fonction publique territoriale sont innombrables, avec des astreintes, du travail de nuit, du travail le week-end. Il s'agit donc d'un simple prétexte pour continuer votre plan de destruction de l'emploi public. Un amendement identique 83 rectifié qui n'est pas soutenu. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur cet amendement? Madame la Présidente. Ces amendements visent à la suppression de l'article 18 qui lui-même vise à harmoniser le temps de travail au sein de la fonction publique en supprimant les régimes dérogatoires qui ont pu être maintenus dans le versant territorial. Donc nous ne sommes pas favorables à la suppression de cet article, mais je peux rassurer nos collègues, les suggestions particulières auxquelles sont soumis certains emplois pourront toujours être prises en compte. Donc c'est un avis défavorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Merci Madame la Présidente. L'avis est défavorable pour les raisons identiques à celles exposées par Madame la rapporteure. J'ajoute que, d'une part, les suggestions seront évidemment prises en compte comme dans le secteur privé, que ce soit le travail de nuit, le travail de week-end, les fractionnements. D'autre part, la rédaction que nous avons proposée à l'Assemblée nationale permet d'écarter explicitement du champ de ce débat l'ensemble des personnels enseignants ou de recherche, que nous avons aussi dit à plusieurs reprises, ce qui a été dit par certains d'entre vous avant, c'est concernant la fonction publique hospitalière où la question, à nos yeux, ne se pose même pas. Par contre, vous avez dit, tant dans votre intervention, dans vos deux interventions, du groupe CRCE et dans l'intervention de M. Marie, que lorsqu'on regardait les rapports de près sur la fonction publique territoriale, un certain nombre d'agents travaillaient aujourd'hui plus que les 1607 heures par an. C'est justement par équité que nous voulons faire en sorte que toutes celles et ceux qui ne peuvent justifier de suggestions particulières soient
ramenés aux 1607 heures pour lesquelles ils sont rémunérés, puisqu'en réalité, il y a, dans les rapports que vous avez cités, de pointer un écart entre le contrat de travail, l'engagement, la durée du travail de l'agent et la réalisation effective ou non du temps de travail. Vous avez, Madame Gréaume, à l'instant, évoqué le fait que j'aurais pu m'opposer à ces dispositions. Je vous confirme que ce n'est pas vrai. Et je vous invite à retrouver un certain nombre de documents, tant à l'Assemblée nationale. En octobre 2017, alors que j'étais député, j'avais dit à Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, que je souscrivais au rétablissement de la journée de carence à l'expérience à l'aune de mon expérience de maire. De la même manière, j'ai eu la chance d'être maire pendant 10 ans. Et je peux vous assurer que dans ce cadre-là, j'ai mis en œuvre un certain nombre de dispositions, à la fois pour réduire le nombre de jours de congés qui ne paraissaient pas justifiés, pour ouvrir la discussion sur l'annulation des congés d'ancienneté qui existaient dans ma collectivité sans fondement légal. Et ma successeur, avec qui je reste engagé comme conseiller municipal, a eu l'occasion de délibérer en mars 2018 et pour la communauté d'agglomération à laquelle j'ai la chance d'appartenir en avril 2018, pour faire en sorte de revenir sur un accord qui était antérieur à 2001 et ainsi, d'une certaine manière, appliquer avec quelques mois d'avance la disposition que je propose pour l'ensemble des collectivités. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous examinons 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 387 du gouvernement, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement propose que l'abrogation de l'article 7-1 de la loi de 2000 qui entraîne la renégociation des protocoles d'accord visés puisse se dérouler dans un délai de 12 mois, non pas à compter de la publication de la loi, mais à compter du renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités concernées, c'est-à-dire 12 mois après mars 2020 pour les communes et les intercommunalités, 12 mois après le renouvellement de 2021 pour les régions et les départements. Considérant que d'ici là, il y a quelques mois qui peuvent être des mois de réflexion et de préparation, considérant aussi que ce sont des dossiers qui relèvent plutôt d'un calendrier de début de mandat plutôt que de fin de mandat, nous avons trouvé cette solution équilibrée. Nous considérons que la disposition adoptée par la commission des lois portant ce délai à 18 mois nous semble aller trop loin en termes de calendrier, eu égard tant à la période de préparation qu'à un délai de 12 mois qui nous paraît suffisant pour négocier de tels accords. Merci. Amendement 344, c'est Madame Noël qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 18 permet une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires. Les collectivités territoriales disposant d'un délai d'1 an à compter du prochain renouvellement des exécutifs locaux pour définir les nouvelles règles relatives au temps de travail des agents. Cet article prévoit un délai d'1 an à compter du renouvellement général des assemblées locales. Ce délai peut paraître un peu court pour un dialogue social de qualité, notamment en cas d'alternance politique. Et donc, le présent amendement propose un délai de 2 ans, qui était d'ailleurs recommandé par le rapport Laurent de 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique. Merci. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur ces 2 amendements? Merci Madame la Présidente. Alors donc, le gouvernement propose de ramener à 12 mois le délai dont bénéficieront les employeurs publics territoriaux ayant maintenu des régimes dérogatoires pour redéfinir les règles de temps de travail conformes au droit commun. Alors, c'est un avis défavorable parce qu'effectivement, nous avons été sollicités par les employeurs territoriaux qui nous ont fait part de leur souhait de bénéficier d'un peu plus de temps. Et comme le demande Madame Noël, ceux-ci souhaitaient plutôt reporter d'1 an, c'est-à-dire 24 mois. Donc, nous avons pratiquement tranché un point en 2 en proposant 18 mois, ce qui nous paraît quand même être un délai raisonnable pour mener à bien la concertation avec le personnel. J'allais dire que depuis le temps qu'on attend l'harmonisation du temps de travail, 6 mois de plus, ça ne paraît pas forcément excessif et donne un tout petit peu plus de souplesse aux collectivités, et notamment effectivement en cas d'alternance. Voilà. Donc, on propose de 18 mois. Et puis, d'autre part, la rédaction du gouvernement nous semble pas tout à fait fonctionner, puisqu'il existe des établissements publics soumis à la loi du 26 janvier 84, comme par exemple les syndicats mixtes ou par exemple le CNFPT, dont l'assemblée délibérante ne se renouvelle pas intégralement en une fois.
C'est pourquoi nous avions mis cette disposition. Donc c'est un avis défavorable pour l'avis du gouvernement et la même chose pour celui de Madame Noël aux demandes de retrait. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Favorable sur celui de Madame Noël? Défavorable sur celui de Madame Noël. Je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement. Monsieur Marie, pour explication de vote. Oui, rapidement, Madame la Présidente. Oui. Madame la rapporteure vient de le souligner, la Commission a retenu 18 mois après discussion. Nous avions d'ailleurs déposé un amendement en ce sens en commission. Et je voulais simplement rappeler à Monsieur le ministre et à nos collègues qu'en Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le Collège des employeurs territoriaux, qui était favorable à une application des 35 heures, avait lui-même déposé un amendement pour que cette période puisse atteindre 2 ans. De sorte, effectivement, à laisser le temps aux nouveaux exécutifs de s'installer et de mettre en place les conditions d'un dialogue social de qualité. Le gouvernement s'y est opposé. Je pense que la proposition faite aujourd'hui par la Commission va dans le bon sens. Je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la Commission qui est pour son adoption. Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 344 rectifié bis avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Un amendement 146 rectifié bis. Monsieur Durin. Madame la Présidente, cet amendement propose de préciser l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles pour prévoir leur application au 1er janvier qui suivra leur adoption. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Merci Madame la Présidente. L'amendement tend à préciser que les nouvelles règles relatives au temps de travail entrent en application le 1er janvier, suivant la date à laquelle elles auront été définies par l'autorité territoriale, ce qui ne nous paraît pas souhaitable. Pour les agents soumis à un cycle de travail correspondant à une année civile, il est évident que les nouvelles règles entreront pleinement en application au 1er janvier suivant, mais ce n'est pas le cas partout et pour tous les agents, donc retrait ou avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis. Je vais mettre aux voix. Vous le retirez? Le 146 rectifié bis est retiré. Le 355 rectifié bis, Monsieur Durin. Madame la Présidente, cet amendement propose d'appliquer la définition du Code du travail du temps de travail, soit 35 heures par semaine, et de prévoir qu'il soit réduit en cas de pénibilité et d'horaires atypiques. L'article 18 oblige à renégocier les accords locaux sur le temps de travail conclus antérieurement à l'adoption de la norme de 1607 heures annuelles dans les 18 mois qui suivent le renouvellement des assemblées. Dans sa rédaction actuelle, l'article fait l'impasse sur les raisons qui ont prévalu à la négociation de tels accords, la pénibilité et les suggestions particulières de certains emplois dans les collectivités et établissements publics locaux, SDIS, EHPAD, services ouverts en continu, de nuit et ou de week-end, les faibles marges de manœuvre financières et statutaires pour compenser la disponibilité et la souplesse en cas d'aléas, d'urgence ou d'événements exceptionnels, intempéries ou événements festifs, la volonté partagée par les employeurs, les agents et leurs représentants de partager le travail et de créer des emplois. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à ce que les suggestions particulières auxquelles sont soumis certains agents territoriaux soient prises en compte dans la définition du temps de travail. Il nous semble pleinement satisfait par la rédaction actuelle de l'article 7-1 de la loi statutaire et par le décret du 12 juillet 2001 pris pour son application. Donc c'est une demande de retrait, à défaut un avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Durin, vous maintenez votre amendement. Je vais mettre aux voix l'amendement 355 rectifié bis avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 18. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 18 bis, un amendement numéro 37. C'est Madame Apoursopoli qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Nous arrivons donc au retour de la vieille rengaine selon laquelle les fonctionnaires ne travaillent pas assez. Il me semble qu'au préalable, il faut faire 3 observations. La première, c'est que je note que le gouvernement a bien pris garde à ne pas intégrer les personnels de l'éducation nationale du primaire dans son article. Cela est probablement mieux pour lui au vu des derniers chiffres rendus publics par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance qui a dressé le diaporama des heures de travail effectuées chaque semaine par les enseignants, 38h38 pour les enseignants en maternelle, 43h27 pour l'élémentaire et 45h26 pour les directeurs et directrices d'école. Et ces chiffres élevés ne peuvent pas s'expliquer
par le nombre de semaines de congé des enseignants, le rapport de la DEPP pointant qu'entre 2 et 3 semaines de séjour non travaillés le sont au final. La seconde, c'est que cette question du temps de travail n'a qu'un objectif, faciliter le plan de départ massif souhaité par le gouvernement, puisque la mesure proposée permettrait de réduire de 30 000 agents le nombre de fonctionnaires. La troisième, c'est qu'en revanche, l'article semble intégrer les personnels à statut particulier. Je pense notamment aux militaires qui connaissent aujourd'hui un surdéploiement. On parle tout de même de 140 jours annuels hors domicile actuellement. Par ailleurs, je m'interroge sur la possibilité de mettre en œuvre cette mesure en même temps que les dispositions de la directive européenne 2003/88 sur le temps de travail, application rendue obligatoire par la saisine du Conseil d'État par une APNM. Je pense aussi au personnel diplomatique au sens large, dont la plupart des fiches de poste, notamment aux emplois à responsabilité, mentionnent aujourd'hui une astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À ce titre, il faut aussi rappeler le chiffre de 70 ETPT qui correspondent aux heures offertes à l'État par ses fonctionnaires. Pour tout dire, le rapport produit par l'IGF à la source de cette disposition m'interroge. On y parle de 310 000 fonctionnaires sur 5,5 millions travaillant moins de 35 heures par semaine. Mais pour arriver à ce chiffre, on met au pilori, entre autres, les 30 000 agents concernés par la journée d'ancienneté supprimée en 1982. Je vous remercie. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur cet amendement ? Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement de suppression de l'article 18 bis. Il est contraire à la position de la Commission, évidemment. Il ne nous a pas paru choquant que la durée hebdomadaire de travail des agents de l'État soit fixée dans la loi, sans préjudice d'éventuelles adaptations pour tenir compte de sujétions particulières. Donc c'est un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Merci Madame la Présidente. L'avis est évidemment défavorable. Tout à l'heure, Monsieur Marie a évoqué le rapport de l'IGF sur le temps de travail et sans partager tout à fait la conclusion qui était la sienne sur ce rapport, il a rappelé que ce rapport concernait effectivement les agents qui ne bénéficient pas d'un temps de travail particulier ou en tout cas défini particulièrement. Il s'agit notamment des militaires que Madame la sénatrice a évoqué. Il s'agit des enseignants. Et lorsque l'on retranche des 2 400 000 agents de l'État, ceux qui bénéficient, ou en tout cas font l'objet, parce que bénéficier serait un jugement de valeur, mais font l'objet d'un temps de travail particulier, il en reste 1,1 million. Sur ce 1,1 million, 310 000 exercent un temps de travail inférieur à 1 607 heures par an, 120 000 pour des sujétions particulières qui sont reconnues, 190 000 pour lesquels il faut que nous puissions réinterroger ce qui motive un temps de travail inférieur à 1 107 heures. Et ainsi, par cet arrimage au Code du travail, l'État s'engage à appliquer à lui-même ce qu'il attend des autres collectivités et des autres employeurs. Je vais mettre aux voix cet amendement. Oui, Monsieur Marie, pour explication de vote. Oui, Monsieur le ministre, faisant état du rapport de l'IGF, j'aurais voulu lui demander ce qu'il pensait du rapport annuel sur l'état de la fonction publique de 2018, qui lui fait état pour la fonction publique d'État d'un temps annuel de travail pour les temps pleins de 1 749 heures, c'est-à-dire bien au-delà des 1 607. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. D'abord, j'en pense que c'est un bon rapport, comme tous les états annuels de la fonction publique, qui fournit énormément de données chiffrées et statistiques, mais cela démontre aussi, même si sur ce point-là, nous avions quelques interrogations en termes de méthodologie, cela démontre qu'il y a un besoin d'équité, parce qu'effectivement, nous avons des agents de l'État qui travaillent bien au-delà des 1 607 heures, d'autres pour qui ce n'est pas le cas. La disposition que nous proposons à votre adoption permettra de rétablir aussi cette équité. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 385 du Gouvernement, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Il s'agit de rétablir la référence à la durée légale du travail telle que définie par le Code du travail, ce pour des raisons d'équité avec le secteur privé. Et d'autre part, nous supprimons la référence aux heures supplémentaires qui, à nos yeux, pourrait être source de confusion dans l'application de la durée effective du travail. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure?
Madame la présidente, la commission n'a pas souhaité porter atteinte à l'équité entre le secteur public et le secteur privé. Nous avons seulement considéré qu'il était curieux de procéder par renvoi au Code du travail pour la détermination de la durée de travail hebdomadaire, tout en inscrivant en dur dans la loi statutaire la base annuelle de décompte de 1607 heures. Si l'on retenait la rédaction du gouvernement, il faudrait tout de même modifier la loi statutaire le jour où l'on modifierait la durée hebdomadaire de travail dans le secteur privé. Quant aux heures supplémentaires, et pour nous, il ne s'agit pas d'établir une confusion. Notre rédaction pourrait, il n'y a pas de confusion dans notre rédaction, pardon, puisque nous n'avons fait que reprendre, à l'initiative d'ailleurs du groupe En Marche, La République En Marche, la rédaction de l'article 1er du décret du 25 août 2000. Donc c'est un avis défavorable. Je vais mettre aux voix l'amendement du Gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 18 bis. Il n'y a pas de demande d'explication de vote. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 22, deux amendements identiques de suppression. Le premier, Madame Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Cet article vise à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer les modalités de recrutement et de formation des fonctionnaires. Nous demandons donc la suppression de cet article, à la fois pour des raisons de principe, mais aussi pour son contenu. Alors, sur le principe, tout d'abord, pourquoi passer par ordonnance? Pourquoi adopter une procédure purement verticale, brutale, expéditive, qui n'associe les parlementaires que résiduellement à la marge? Nous rappelons à cet égard que, tenant compte de la sensibilité du régime de la fonction publique, la Constitution a tenu à réserver à son article 34, paragraphe 2, au législateur la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État. Enfin, recourir aux ordonnances alors même que le présent projet de loi vise une réforme d'ensemble et de profondeur de la fonction publique nous semble être à minima contradictoire. Et sur le fond, donc, cet article va favoriser l'insertion des logiques du New Management dès la formation initiale des fonctionnaires, ainsi que dans leur formation continue. De plus, en l'état, les objectifs sont trop flous pour que nous signions un chèque en blanc au gouvernement. Que signifie concrètement la réforme des voies d'accès? Le système universel du recrutement par concours sera-t-il mis à mal? Quelle place attribuer aux contractuels aux intervenants privés? Nous rappelons à cet égard que l'égalité d'accès au concours de la fonction publique est un principe général du droit, protégé par le Conseil d'État dans son fameux arrêt de 1954 Barrel. Nous nous opposons donc à la philosophie même de cet article qui met sur le même plan la mobilité entre les trois fonctions publiques et la mobilité vers le privé. Pour résumer, alors même que de réels problèmes d'inégalité d'accès, de manque de formation et d'encadrement existent, les dispositions de cet article sont trop floues pour s'en remettre au gouvernement. Enfin, un point particulièrement nous choque. La rédaction initiale du texte ne nous convenait déjà pas. La commission l'a aggravée dans la mesure où elle supprime la référence au risque d'usure professionnelle. Une telle suppression est indigne de la... n'est pas la réalité vécue par nos fonctionnaires, souvent dédiés à leur métier et à leur vocation. Merci. Le 159 rectifié bis, Monsieur Marie. Oui, pour les mêmes raisons, cet amendement vise à supprimer cet article qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de formation des agents publics. Nous considérons que les droits à la formation sont des enjeux majeurs pour les fonctionnaires, pour leur évolution de carrière, et qu'il n'y a pas lieu pour le Parlement de s'en dessaisir et de ne pas en délibérer, et moins encore à l'occasion d'une habilitation dont les contours sont particulièrement évasifs. D'autre part, on constate que, en pleine polémique sur la suppression de l'ENA annoncée par le président de la République, les questions de formation du bas en haut de l'échelle de la fonction publique méritent plus qu'une ordonnance, elles méritent un débat public au Parlement. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, sur ces deux amendements qui visent à supprimer purement et simplement l'article 22 tel qu'il est sorti de la rédaction de la commission. En amont de la réunion de la commission, nous nous sommes interrogés sur l'attitude à adopter concernant cet article. Fallait-il le supprimer, la demande d'habilitation étant beaucoup trop large, voire même douteuse sur un plan constitutionnel, ou fallait-il proposer une nouvelle rédaction au gouvernement qui nous paraît à la fois plus encadrée et qui permet de faire valoir nos arguments en commission mixte paritaire? Nous avons choisi la deuxième option,
Et nous avons, à ce stade, fait des choix extrêmement forts en refusant toute fusion d'école dans le cadre de l'ordonnance, comme toute réforme à l'aveugle du financement du CNFPT, en précisant nos attentes concernant la diversification de la haute fonction publique, notamment pour développer les classes préparatoires intégrées, et en encourageant l'État à mieux gérer les parcours de carrière des agents. Et j'attire l'attention de notre collègue Assassi pour dire que dans l'article 22 tel que rédigé figure bien la question des risques d'usure professionnelle. C'est expressis verbis à l'alinéa 10 de l'article 22. Voilà. Donc l'avis, Monsieur le Président, est défavorable sur ces deux amendements. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. L'avis du Gouvernement est défavorable sur les amendements de suppression. Je saisis l'occasion de ces amendements pour apporter des réponses, notamment aux questions exprimées par Madame la Présidente Assassi il y a un instant. Est-ce que le concours reste la pierre angulaire de l'accès aux écoles de la fonction publique, quel que soit le niveau de qualification? La réponse est oui. Et nous souhaitons que le concours reste le mode de recrutement des agents titulaires. J'ai eu l'occasion de dire que nous avons ouvert une concertation qui relève d'un plan réglementaire sur la nature des épreuves, les modalités de sélection avec les organisations syndicales pour développer des concours de troisième voie, pour éventuellement développer des concours adaptés, notamment afin de permettre plus facilement la titularisation ou l'accès à la titularisation de personnes formées en apprentissage. Que cherchons-nous avec cette ordonnance, cette demande d'ordonnance? À la fois améliorer les voies d'accès et la diversité des profils de celles et ceux qui réussissent le concours. Cela passe par la question de la préparation. À la fois permettre et faire en sorte que dans les programmes des écoles de service public, il y ait un tronc commun qui permette une culture de l'État partagée pour tous. Permettre aussi de mettre en œuvre un engagement pris envers les partenaires sociaux qui consiste à prévoir un accès renforcé à la formation pour les agents qui ont la formation initiale la plus faible, pour les agents en situation de handicap et pour les agents occupant un poste à usure professionnelle. Et monsieur le rapporteur vous a répondu sur le 10e alinéa qui satisfait votre demande, ou en tout cas votre interrogation, votre crainte, devrais-je dire. Et enfin, nous avons la volonté, avec cette ordonnance, de réfléchir aussi, post-formation, aux modalités de sortie des écoles, notamment en matière de haute fonction publique, et tout particulièrement sur la question de l'accès au grand corps. Cela nécessite du temps, cela nécessite du travail et de la concertation, d'où la mission qui a été confiée à M. Thiriez et cette demande d'habilitation à travailler par ordonnance. Donc l'avis est défavorable sur la suppression. Alors, deux avis défavorables, des explications de vote. Je n'en vois pas. J'ai été saisi d'une demande au scrutin public par la commission. Sur les amendements 38 et 159, deux avis défavorables. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Nombre de votants 328, suffrages exprimés 328, pour 107, contre 221. Le Sénat n'a pas adopté. Vient ensuite l'amendement numéro 441 du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un rétablissement de la rédaction que l'Assemblée nationale avait adoptée à la demande du gouvernement d'ailleurs, à la fois sur la coordination des écoles et les perspectives à donner en matière de réforme de la haute fonction publique. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, comme vous pouvez l'imaginer, notre avis est défavorable sur cet amendement qui se borne à rétablir le texte tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale. Donc cet amendement nous semble beaucoup trop large pour respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel imposant de connaître les finalités et le périmètre de l'ordonnance. Avec le texte du gouvernement, toutes les écoles de service public de catégorie A pourraient être concernées, tout comme d'ailleurs une réforme du CNFPT. La version de la Commission rend service au gouvernement et en réalité en réduisant le risque de censure si ce texte devait être déféré au Conseil constitutionnel après son adoption. En outre, le texte du Sénat ne gêne en rien la mission Thiriez. Nous nous sommes d'ailleurs inspirés de sa lettre de mission pour l'écrire et nous avons rencontré M. Thiriez avec lequel nous avons échangé longuement. Enfin, il ne nous semble pas anormal que le Parlement précise ses attentes en matière de diversification de la haute fonction publique. Des demandes d'explication de vote. Je n'en vois pas. Un avis défavorable de la commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 22. Pas d'explication de vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Madame Assassi. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le ministre, madame et monsieur le rapporteur, s'attaquer au statut particulier est une vieille rengaine, je dirais même un chiffon rouge à agiter pour dénigrer, voire effacer des pans entiers de notre histoire au cours desquels des luttes sociales ont été victorieuses, luttes qui ont permis d'obtenir des garanties collectives afin de ne pas laisser l'individu seul et désemparé. Donc après les cheminots, après les postiers, c'est maintenant au tour des fonctionnaires. Je me rappelle de ce que disait Madame Parizeau, l'ancienne présidente du MEDEF. Elle disait ceci: la vie est précaire, alors le travail lui aussi doit être précaire. Une philosophie qui est donc appliquée aujourd'hui à la fonction publique de manière dogmatique et dangereuse, puisque cette stabilité de l'emploi public est le corollaire du temps long qui caractérise l'action publique et l'intérêt général, la permanence et la continuité de l'État. Il serait à ce titre intéressant, puisque cette réforme est un copier-coller des ordonnances travail, de se pencher plus sérieusement sur les conséquences de ces réformes, sur la dégradation des conditions sociales et sur la démocratie sociale. Pas sûr que le nouveau monde que vous voulez nous imposer ne soit pas en réalité un grand retour en arrière. La réforme que vous nous présentez est bien plus insidieuse que la suppression pure et simple du statut des fonctionnaires. Elle ne supprime pas, mais elle introduit le ver dans le fruit. En effet, la possibilité de recourir au contrat et non plus d'embaucher des fonctionnaires sous statut protecteur ouvre la voie au dépérissement de la fonction publique telle que nous la connaissons. Qui demain voudra aller passer un concours alors que le même emploi sera potentiellement accessible par copinage ou par complaisance politique, rompant avec la notion de fonction publique de carrière. Les ruptures conventionnelles et autres détachements d'office ouvrent parallèlement la voie à la suppression annoncée de 120 000 fonctionnaires, à laquelle vous vous disiez, monsieur le ministre, en 2017, opposé. Ce projet de loi apporte donc une atteinte grave à notre morale républicaine, celle du mérite et autres emplois publics. Donc vous l'aurez compris, à la fois par ce que je viens de dire et puis par les amendements que nous avons déposés, nous voterons contre ce projet qui organise la privatisation de l'appareil d'État et entretient la confusion sur les finalités de l'action publique. Merci, cher collègue. Monsieur Marie, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Avec mon groupe, nous avons examiné ce texte en ayant à l'esprit le travail essentiel que réalisent chaque jour les fonctionnaires de l'État, des hôpitaux et établissements de santé et de la territoriale. Ils sont nombreux à l'heure actuelle à s'exprimer au sujet de leurs conditions de travail. Ils essaient de se faire entendre. Avec ce projet de loi, force est de constater que le gouvernement et la majorité sénatoriale ne prennent pas en compte leur voix. Cette réforme au forceps, imposée aux agents contre l'avis unanime des syndicats, dégradera durablement les conditions de travail de celles et ceux qui ont choisi de servir l'intérêt général en s'engageant dans le service public. En agissant ainsi, le gouvernement ne répond ni aux demandes des fonctionnaires ni à celles des usagers qui y sont particulièrement attachés et demandent plus de proximité et d'égalité d'accès. Or, comme je l'avais souligné lors de la discussion générale, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Plusieurs amendements, certes, du groupe socialiste ont été adoptés. Les collaborateurs du président de la République seront désormais contrôlés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu'ils partent dans le privé. Le remboursement de la pantoufle sera automatique et la pénalité financière sera obligatoire pour les employeurs publics qui ne respectent pas l'obligation de mettre en place un plan d'action pluriannuel en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La mission que nous avions effectuée avec ma collègue Catherine Di Folco sur le handicap a aussi reçu un écho favorable, même si le gouvernement ne s'est pas attelé à l'ensemble de nos propositions. Les sénateurs socialistes seront particulièrement vigilants à ce que ces dispositions ne soient pas écartées lors de la commission mixte paritaire. Cependant, le compte n'y est pas. L'esprit de ce texte reste particulièrement inquiétant. Le dialogue social sort considérablement affaibli après ce texte. La santé au travail et la prévention des risques professionnels sont relégués au second plan avec la suppression du CHSCT. Malgré les grands discours sur la déontologie, le gouvernement a refusé d'accroître les contrôles que nous souhaitions confier à la Haute Autorité lors du départ ou du retour de la fonction publique vers le privé pour éviter les conflits d'intérêts. Surtout, le gouvernement, appuyé en cela par la majorité sénatoriale, a démultiplié le nombre de postes sur lesquels les fonctionnaires seront mis en concurrence avec les contractuels, aggravant au passage la précarité de ces derniers. Symbole de celle-ci, le gouvernement a créé un nouveau type de contrat de projet, sans possibilité d'être CDIsé ni titularisé, sans délai de prévenance en cas de rupture anticipée et sans prime de précarité. Nous alertons sur ce CDD au rabais qui demain pourrait être généralisé à l'ensemble des salariés. Derrière cet affaiblissement du statut, c'est l'objectif de suppression de 120 000 postes qui se dessine.
Les dispositions de ce texte, en revenant sur les principes mêmes qui la constituent, mettent à mal la fonction publique. Nous nous y opposerons donc et ferons entendre notre voix en commission mixte paritaire pour sauvegarder autant que possible notre service public. Merci, cher collègue. Le président Ruquier, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, eh bien, nous arrivons au terme de ces débats qui ont duré presque 2 semaines. Nous avons passé beaucoup de soirées, intercalé quelques autres textes, mais nous terminons donc aujourd'hui. Alors, ce texte n'a pas soulevé l'enthousiasme des foules et de nos collègues, il faut bien le dire. Pourtant, c'est un texte très important parce qu'il touche à la fonction publique et la fonction publique, ça a une place dans l'histoire de la France, le fonctionnement et la transition de la France. Alors, le groupe RDSE, dans sa diversité, eh bien, et dans sa liberté de vote que beaucoup nous envient secrètement, va voter de manière diverse, mais la grande majorité eh bien, va s'abstenir dans l'attente peut-être des avancées et des accords en commission mixte paritaire. Alors je voudrais en conclusion remercier Monsieur le ministre pour sa technicité. C'est très souvent au Sénat, Monsieur le ministre, et je me demande si l'ancien député, quand il sera plus ministre, si ça arrive un jour, viendra peut-être pas un jour, peut-être terminera ici au Sénat. Et merci également aux rapporteurs pour leur qualité de leur intervention et merci au président de la commission des finances donc pour sa modération et sa pondération et merci aux administrateurs et bien sûr merci aux présidents qui ont su activer le débat pour que nous terminions dans l'après-midi de jeudi. Merci à vous. Chers collègues, donc Monsieur Canvet pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame et Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je voudrais tout d'abord vous dire que le groupe de l'Union centriste a particulièrement apprécié l'examen de ce texte. Nous avons apporté un certain nombre de contributions et nous voulons tout à fait saluer le travail des 2 rapporteurs, Catherine Di Folco et Loïc Hervé, qui, je crois, se sont complètement investis dans l'examen de ce texte et ont apporté à la fois leur expérience et un regard tout à fait positif dans l'examen du texte. Je voudrais aussi saluer, Monsieur le Ministre, votre implication dans l'examen de ce texte. Vous vous êtes vraiment attaché à répondre avec précision à l'ensemble de nos préoccupations et nous l'avons beaucoup apprécié, Monsieur le Ministre. Alors, bien entendu, le groupe de l'Union centriste apprécie à la fois la flexibilité qui est donnée aux gestionnaires dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, fonction publique hospitalière, territoriale ou d'État, pour recourir à différents modes de recrutement et de gestion des personnels. C'est indispensable parce que, et le président de l'AE le sait bien, il est impératif que nous puissions demain arriver à une meilleure maîtrise des dépenses publiques. Et une meilleure maîtrise des dépenses publiques lorsque l'essentiel des dépenses publiques sont constituées par les dépenses de personnel nécessite justement qu'il y ait des outils à la disposition de l'ensemble des employeurs pour cela. Et je crois que les dispositions qui sont contenues dans ce texte qui visent justement à permettre le recours à une contractualisation accrue constituent un bon signe, une bonne orientation vers laquelle il faut que nous puissions nous orienter. Et puis, le groupe de l'Union centriste apprécie aussi le fait que l'on puisse simplifier un certain nombre d'organisations paritaires. C'est vrai que les systèmes étaient assez lourds jusqu'à présent et il est nécessaire que nous puissions avoir une efficience accrue dans le paritarisme, dans le dialogue avec les organisations syndicales. Nous regrettons, Monsieur le Ministre, il faut le dire, qu'au niveau de l'apprentissage, nous n'allions pas plus loin. Le contrat de professionnalisation, à notre avis, devrait pouvoir trouver sa place aussi dans la fonction publique. Pour le moment, ça n'est pas le cas, mais il nous semble que ça le devrait. Et puis, il restera effectivement le grand chantier de la santé au travail à mener, qui fera l'objet d'un texte à venir aussi. Mais nous sommes bien entendu attachés à ce texte et nous allons bien entendu, l'ensemble du groupe centriste, le voter. Merci, chers collègues. Donc, pour explication de vote, Monsieur de Belenet. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais... Décidément, Monsieur le Président, quelle ambition je porte à notre président de séance. Je voudrais faire part à mon tour de l'intention de vote en liberté des membres de mon groupe et saluer au préalable la méthode et l'ambition qui ont été portées par ce projet de loi pour une fonction publique digne
des enjeux du XXIe siècle et du XXIe siècle. Je voudrais saluer à mon tour, comme l'a fait Michel Canevet, l'ouverture, la pleine maîtrise et le temps consacré par le ministre à la qualité de nos débats. Et le Sénat ne s'y est pas trompé, à la fois cette démarche d'ouverture et l'ambition et la méthode, eh bien, le Sénat a su s'en saisir. Et il me semble que dans la perspective de la CMP, le groupe En Marche est pleinement à même de faire le pari de cette intelligence et de voter favorablement au texte tel qu'il est issu des travaux du Sénat. Bien évidemment, le Sénat a fait entendre sa divergence avec une opportunité que nous avons pu avoir l'occasion de discuter. Mais je crois que sur le champ d'habilitation des ordonnances, à la fois les débats que nous avons eus et les engagements pris par le ministre devant nous laissent percevoir un accord en CMP. Il me semble qu'en matière de droit de grève, une nouvelle rédaction, à la fois pour sécuriser juridiquement le dispositif, mais aussi sans doute pour l'ouvrir davantage au dialogue social, est tout à fait envisageable en commission mixte paritaire. De la même manière, en matière de déontologie, nos débats ont traduit la proximité d'un consensus entre les deux chambres. Et nul doute, à la lecture de nos débats, que ce sujet est désormais partagé sur tous les bancs de la Haute Assemblée. Bien évidemment, il y aura encore quelques autres sujets de discussion. Je pense notamment au financement du FIPH et de l'apprentissage. Il y en aura quelques autres, mais je crois au succès collectif en commission mixte paritaire, et c'est le signe qui en est donné de manière tangible par ce vote positif. Merci, chers collègues. Madame Lavarde, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Donc déjà, en préalable, je voudrais remercier le rapporteur et le ministre pour l'assiduité, la qualité qui a prévalu pendant ces 2 semaines, alors même que le texte a été quand même particulièrement haché, puisqu'il était un peu casé entre les trous de l'ordre du jour, donc ce qui ne se prête pas à une discussion continue et soutenue, et ce qui n'a pas forcément toujours facilité après aussi nos échanges. Pour dire aussi que les réponses qui ont pu être faites par nos 2 rapporteurs montrent leur grande connaissance du fonctionnement des collectivités locales, et je pense que c'est vraiment important, et c'est là que le Sénat a pu faire des apports vraiment importants et complémentaires par rapport au texte tel qu'il était sorti de l'Assemblée nationale. Pour dire aussi au gouvernement qui s'apprête à préparer une ordonnance pour l'article 22 que le Sénat a largement travaillé sur ces sujets, comme vous avez pu le voir, et puisque tous les bancs ont repris notamment les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur les mutations de la haute fonction publique, et donc il me semble judicieux de continuer à nous associer. Je pense que le président de l'AE qui présidait cette commission d'enquête partagera cette invitation. Voilà, et donc bien évidemment, le groupe Les Républicains votera le texte tel qu'il a été amendé à la suite de ces 2 semaines de travaux. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, vous souhaitiez intervenir ? Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, nous arrivons au terme de nos débats après ces 6 jours de séance. Loïc Hervé et moi tenions, en tant que rapporteurs, à vous remercier, Monsieur le Ministre, pour votre écoute et saluer votre expertise sur ce sujet très technique. À remercier l'ensemble des participants pour la rigueur et l'intérêt de ce débat qui s'est toujours déroulé de manière respectueuse et constructive. Le Sénat a réalisé un travail approfondi, malgré le caractère très serré du calendrier et l'engagement de la procédure accélérée. Nous avions déjà adopté 154 amendements en commission. En séance, nous en avons adopté plus de 100 qui viennent du gouvernement, mais également de plusieurs groupes politiques. Beaucoup d'apports du Sénat font l'objet d'un consensus avec le gouvernement. Nous pouvons les citer. Les fonctionnaires momentanément privés d'emploi, l'amélioration des procédures disciplinaires, l'introduction dans la fonction publique du congé de proche aidant, la préservation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale présidé par Philippe Laurent, l'extension des concours sur titre, l'allègement de la formation des policiers municipaux venant de la police ou de la gendarmerie, la reconnaissance du mérite collectif. Évidemment, certains points de désaccord demeurent concernant le rôle des commissions administratives paritaires, l'intégration des agents handicapés dans la fonction publique, le financement de l'apprentissage aussi dans la fonction publique territoriale. Mais ces désaccords me semblent toutefois relativement peu nombreux au regard de l'ampleur du texte. De même, nous avons déjà trouvé des compromis sur des sujets très compliqués comme la prime de précarité ou les FMPE.
Au cours de ce débat, nous espérons avoir démontré, Monsieur le ministre, notre souhait d'aboutir en commission mixte paritaire prévue dès jeudi prochain. Là encore, un délai assez court nous est donné pour retravailler le sujet. Je tiens, pour terminer, dire que je voulais, je pense au nom de Loïc Hervé et moi, remercier le président Bas et les membres de la commission des lois de nous avoir fait confiance pour travailler sur ce sujet qui était passionnant, qui était très technique, mais très passionnant. Remercier à titre personnel Loïc Hervé, parce que je crois que nous avons bien travaillé ensemble dans la complémentarité. Et puis remercier nos 5 administrateurs pour l'énorme travail qu'ils ont produit en très peu de temps. Voilà, merci à tous. Merci. Alors, dernière explication de vote, Monsieur Maluret. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, Madame le rapporteur, de prendre la parole après vous. J'ai demandé cette parole peut-être assez tardivement et peut-être je n'ai pas levé la main assez haut pour qu'on me remarque avant vous. Je m'en excuse. Je voudrais à mon tour, après tous ceux qui se sont exprimés, remercier tous ceux qui ont concouru à l'élaboration de ce texte. Vous remercier d'abord, Monsieur le ministre, pour l'ensemble de l'écoute que vous avez, d'abord des discours et des informations et des précisions que vous avez données tout au long de l'examen de ce texte et de l'écoute que vous avez apportée au Sénat. Je voudrais remercier les 2 rapporteurs et leur dire que je pense que leur travail a été apprécié de l'ensemble de nos collègues. Sur le fond du texte, je suis en parfait accord avec ce que vient de résumer parfaitement Madame Catherine Di Folco, à la fois sur les avancées que représente ce texte par rapport à la modernisation nécessaire de la fonction publique, par rapport aux accords majoritaires, à l'accord majoritaire du Sénat sur les propositions du gouvernement, par rapport aux remarques sur un certain nombre de désaccords et surtout par rapport, ou plutôt également par rapport à ce qui reste à faire, parce que le travail est sans cesse à remettre sur le métier. Donc en ce qui nous concerne, nous sommes satisfaits du texte tel qu'il ressort de l'examen du Sénat et mon groupe votera pour le texte en l'état. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'ensemble du texte de ce projet de loi sur la transformation de la fonction publique. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de loi est adopté. Monsieur le ministre, vous souhaitiez apporter aussi un petit mot? Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je voudrais simplement, par quelques mots, reprendre à mon compte beaucoup des expressions, des explications de vote. D'abord, remercier l'ensemble des sénatrices et des sénateurs qui ont participé au débat au cours de ces dernières journées. Je crois que le climat, l'ambiance des débats a toujours été une ambiance extrêmement respectueuse, extrêmement constructive, et c'est important à souligner car cela facilite certainement la capacité des uns et des autres à aller et à aboutir sur différentes positions. Remercier plus particulièrement les membres de la commission des lois, et au premier rang desquels son président, M. Philippe Bas, pour sa présence à nos côtés et son implication, et remercier encore plus particulièrement les 2 rapporteurs, Mme Catherine Di Folco et M. Loïc Hervé, pour le travail que nous avons conduit à la fois en séance, mais aussi à l'occasion d'échanges préparatoires, nous permettant à la fois de trouver un certain nombre de consensus, mais aussi, je crois que c'est important pour la qualité des débats lorsque nous arrivons en séance, de savoir peut-être un peu à l'avance quels seraient les points de désaccord, en tout cas les points d'opposition, dont nous savons qu'ils existent et qu'ils peuvent être parfaitement assumés. Je crois, Madame et Monsieur le rapporteur, que nous avons en partage la même expérience des collectivités locales, en tout cas d'employeurs territoriaux, et ça nous est certainement utile pour appréhender certaines dispositions avec toute la subjectivité que cela implique. Cela nous est aussi utile pour nous comprendre et pour pouvoir savoir exactement de quoi nous parlons et comment nous envisageons les choses à la suite de cela. Il y a des convergences entre ce que souhaite le gouvernement et ce que votre Assemblée a voté. C'est la raison pour laquelle j'avais indiqué lors de la discussion générale que pour plus de 2/3 des dispositions adoptées par la commission des lois, quelle qu'en soit l'origine, le gouvernement portait un regard favorable, ne les remettait pas en cause par le dépôt d'amendements, et j'ai indiqué à plusieurs reprises que cette approbation, en tout cas ce regard favorable sur les dispositions adoptées par la commission des lois de votre Assemblée, serait un regard favorable tout au long de l'examen du texte, c'est-à-dire y compris dans le cadre de la préparation de la commission mixte paritaire. Ce n'est pas un engagement pour la séance, c'est un engagement pour l'intégralité du débat. Nous avons pu ensuite avancer sur un certain nombre de sujets. Je pense notamment à la question de la prime de précarité, où nous avons trouvé, je crois,
une disposition équilibrée permettant aux uns et aux autres de se retrouver, tout en garantissant, et c'était le souhait absolu, si je veux dire, du gouvernement, cette prime de précarité aux 3 versants, et notamment à la fonction publique hospitalière. Madame la rapporteure, vous avez cité de très nombreux points de convergence. Je ne les reprendrai pas pour ne pas allonger les débats, mais je partage vos propos. Je dirais simplement, en écho à votre intervention, ainsi qu'à l'intervention notamment de Madame Lavarde, que j'ai pris l'engagement d'associer, bien évidemment, les partenaires sociaux à l'élaboration des ordonnances que nous sollicitons. J'ai aussi pris l'engagement d'associer les parlementaires et je pense que les rapporteurs pour avis, les principaux intervenants doivent être associés pour ne pas découvrir les ordonnances qu'au moment de leur publication, ou pire, au moment des débats de ratification. Il reste un certain nombre de sujets de dissensus, de désaccord entre les dispositions adoptées par votre Assemblée et les positions exprimées par le gouvernement ou par la majorité à l'Assemblée nationale sur la question du dialogue social, sur la question de l'apprentissage ou encore du handicap, pour prendre ces 3 sujets. Mais nous savons qu'il y en a d'autres autour de la déontologie ou encore des périmètres d'ouverture ou d'élargissement des conditions de recrutement en contrat. Je forme le vœu à mon tour que dans le dialogue singulier qui va désormais s'ouvrir entre le Sénat et l'Assemblée nationale, au travers d'abord, je crois, des rapporteurs, ensuite à l'occasion de la réunion de la commission mixte paritaire, et nous y prendrons au titre du gouvernement toute la part que nous pourrons y prendre, c'est-à-dire en apportant à la fois notre regard, notre conseil s'il est sollicité, en tout cas tout ce qui pourra faciliter. Je crois que nous pouvons former le même vœu, de trouver les terrains d'un consensus et les terrains d'une entente, et en cela les propos d'Arnaud de Belenet sont extrêmement révélateurs de l'état d'esprit qui est le nôtre à l'aube des travaux de la commission mixte paritaire. C'est un texte qui est important. Je pense que pour les textes importants, il est assez essentiel que nous puissions trouver les plus grandes convergences possibles. Je pense que c'est un texte qui va modifier profondément les choses et la vie quotidienne des services et des agents. Je ne crois pas, et je ne partage pas l'affirmation selon laquelle il y aurait une remise en cause du statut. Au contraire, je pense que c'est une modernisation et qu'à l'issue de nos travaux, nous devons garder en tête un objectif, celui d'apporter les souplesses nécessaires aux administrations, aux employeurs, qu'ils soient élus locaux ou encadrants de l'État, et de nouveaux droits pour protéger collectivement et individuellement les agents. Le Sénat a donc adopté ce projet de loi de réforme de la fonction publique en accord avec les principales mesures défendues par le gouvernement. Mais les sénateurs ont également apporté des modifications à cette réforme. Ils ont limité le droit de grève dans la fonction publique territoriale, une manière d'éviter des grèves perlées, succession de grèves de courte durée qui avaient touché notamment les cantines scolaires ces derniers mois. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur Public Sénat.